Propose de démarrer donc ces ateliers virtuels numéro 10, puisque c'est le 10e de la série que nous avons démarré fin mars dernier, au moment du premier confinement. Alors, vous êtes encore très, très nombreux à vous être inscrits aujourd'hui, puisque vous êtes plus de 700 personnes à être inscrits. Vous n'êtes pas encore tous connectés, puisque là, on est à 350 connectés, mais ça continue de monter fortement. Donc, je pense que les gens vont nous rejoindre dans les secondes et les minutes qui viennent. Également, nous sommes en direct et sur Pharma Radio, où lors du précédent atelier virtuel, près de 4000 pharmaciens nous avaient également suivis sur le précédent atelier. Donc voilà. Alors, ces ateliers sont, sont rendus possibles grâce un peu à l'écosystème dans lequel se trouve Gers Data, avec des informations qui proviennent de toutes les BU du groupe CGDIM. Alors bien sûr, on retrouve principalement tout ce que l'on a autour de SmartRx, toutes les données provenant de nos logiciels pharmaciens, également ce qui provient de nos logiciels médecins, et sans oublier toutes les autres activités, que ce soit Futura Media, CMedia, Medexact, SAI, l'ABCB et autres. Et tout cela nous permet de recueillir toutes ces informations et surtout de les partager régulièrement avec les autorités de santé depuis le début de la crise Covid-19. Or, on partage ces données avec l'assurance maladie, la DGS, le ministère de la Santé, l'ANSM, à partir de nos différentes sources de données, les données hospitalières, Statop, les données de prescription, la Bastine, qui avait été sélectionnée par l'ANSM pour le suivi et l'analyse de la prescription chez les médecins généralistes et chez les médecins spécialistes. Et puis également toutes les données d'achat et de distribution en officine provenant soit du Sell-in, soit du SogNow, soit de Sogerly, du Sell-out et de Gers Rupture. Donc voilà, donc on va, comme nous le faisons habituellement, démarrer par la situation en médecine de ville, et je laisse tout de suite la parole à David. Merci Patrick. Bonjour à toutes et à tous. C'est, je crois, le meilleur moment dans cette période de Covid, c'est de pouvoir partager avec vous ces moments, même en distanciel. Et donc, pour rentrer dans le vif du sujet, un point sur la situation en médecine de ville. Et on observe toujours, notamment chez le médecin généraliste, une décroissance des consultations par rapport à l'année dernière, qui s'accélère notamment sur le mois de décembre. Donc, à suivre effectivement quels vont être les impacts sur justement le suivi des patients et notamment la détection de pathologies. Autre point, et on va le voir notamment sur l'activité sur les spécialistes, qu'est-ce qu'on peut voir? C'est que vous le voyez, donc là on est depuis la rentrée, donc semaine 36 c'est la rentrée scolaire et semaine 49 c'est la semaine dernière, de voir un peu l'impact et l'évolution selon les spécialités. Donc depuis la rentrée, on va avoir de la dynamique, notamment par rapport à l'année dernière sur les pédiatres, les pneumos et les cardiologues. On reste quasi flat en gastro, et puis on est en décroissance et on recule sur nombre de spécialités libérales comme les neurologues, les psychiatres, les dermatos, les gynécos, les rhumatos et les endocrinos. Donc c'est vrai que sur l'ensemble de ces spécialités-là, en recul par rapport à l'année dernière. Et là, on parle bien de tout type de consultation, à la fois consultation physique et téléconsultation. Quand on regarde l'impact du deuxième confinement sur l'usage de la téléconsulte, ce qu'on peut voir là dans une première slide, c'est qu'on a mis le taux que représente la téléconsulte par rapport aux consultations. Donc,
quand on regarde les stats de manière froide, c'est vrai qu'on avait un pic au mois de mars-avril, on est monté à 26-28% de téléconsultes avec une baisse importante du nombre de consultations globales. Et sur ce deuxième confinement, on tourne autour de 7 à 10% de téléconsultations. Mais si on regarde dans un autre prisme, justement le poids que représentent ces téléconsultations par rapport à une base 100 qui serait le mois d'avril, qui est le plus gros mois de téléconsultation, quelle que soit la spécialité. Et à titre d'exemple, sur le médecin généraliste, au mois d'avril, on était à peu près à un peu plus d'1 million de téléconsultations par semaine. Et ce qu'on observe, c'est qu'on a fait un tiers de ce volume-là en téléconsultation chez le médecin généraliste. On est à la moitié chez le psychiatre. Donc, on voit bien, on va avoir c'est toujours rigolo quand je fais de l'anglais, des early adopters ou un certain nombre de médecins qui sont appropriés l'usage de la téléconsulte. Ça va être médecin généraliste en partie quand même, psychiatre, gynéco, pédiatre, où on tourne autour de 20% par rapport au mois d'avril. Et puis ensuite, un certain nombre de spécialités où la téléconsultation est autour de 10%, voire moins. C'est tout ce qui va être effectivement dans cette notion de mesure ou d'organes ou d'action ou besoin de suivi présentiel comme le cardio, comme le pneumo, le gastro, la dermato et très faible aussi sur rhumato et neurologue. Donc, vous pouvez voir, on a un usage et une appropriation de la téléconsultation qui est très variable d'une spécialité à une autre. Et dans ce deuxième confinement qui était très différent, malgré tout, que le premier, on voit effectivement la pénétration de la téléconsultation à différents niveaux selon les spécialités. Alors, quand on regarde par profil de patients chez le médecin généraliste sur l'usage de la téléconsulte, notamment sur 2 périodes hors confinement, qui étaient avril-juin et septembre-novembre, pour regarder un petit peu les différences dans l'usage de la téléconsultation une fois qu'on est déconfiné ou qu'on commence à s'habituer à vivre avec le Covid. Alors, chez les moins de 20 ans, si on regarde les 3 principaux diagnostics ou motifs de consultation, ou les 4 premiers, on va avoir l'examen de routine, le Covid, la pharyngite et la rhino, très similaires sur ces 2 périodes, et puis l'allergie, qui était très forte naturellement sur la saison plutôt allergique, qui était avril-juin plutôt que septembre-novembre. Sur les 20-59, qu'est-ce qu'on observe? Excusez-moi, je suis parti trop vite. Qu'est-ce qu'on observe? Je vais reculer. Sur les 20-59, renouvellement d'ordonnance autour d'un quart des motifs de consultation. Le Covid, très important sur cette deuxième partie de l'année, de septembre à novembre, puis ensuite dorsalgie, épisode dépressif un petit peu moins, et l'allergie de même raison. Et chez les plus de 59, qu'est-ce qu'on a? Renouvellement d'ordonnance pour un tiers, que ce soit après le premier confinement ou à la rentrée. HTA, le Covid, très important sur cette deuxième partie. Et ensuite, on va avoir le diabète, le cholestérol, donc par rapport justement à la prévalence et à l'incidence de chacune de ces pathologies-là. C'est sûr que quand on regarde ces courbes du Covid qu'on montre régulièrement, c'est vrai qu'on voit bien que sur le deuxième confinement, on était beaucoup plus haut au nombre de présomptions et suspicions de cas de Covid suivis en médecine générale. Et c'est vrai que c'est pour ça que dans le slide précédent, on voit l'importance que ça a en médecine générale, quelle que soit la tranche d'âge. On voit que suite au confinement, on a eu naturellement 7 jours, 8 jours, 10 jours pour lequel la croissance de cas de Covid ont augmenté, puis une décroissance, et on voit qu'on se stabilise au-dessus des 5000 cas recherchés, puisqu'on est à 10 000 en cumul 7 jours, ce qui est toujours au-dessus par rapport au premier confinement, et on voit qu'on se maintient. Et les gros enjeux de ces fêtes de fin d'année, c'est effectivement l'équilibre, et on le verra tout à l'heure, sur l'usage du test antigénique. Est-ce qu'effectivement, c'est un laissez-passer pour se regrouper, ou c'est un indicateur à un instant T du fait d'être contaminé ou non? Alors, pour faire le lien avec ce qu'on observe sur l'officine, qu'en est-il sur cette rentrée, sur le chiffre d'affaires? Alors, je l'ai mis par taux de TVA parce que c'est dans les discussions que j'ai avec
avec les pharmaciens et les groupements, c'est encore la martingale qu'ils préfèrent, même si, pour ceux qui nous suivent, vous savez ce que je pense du taux de TVA et de la radicalité de l'analyse qui peut en découler. Ce qu'on observe sur le 2.1, qui est globalement, majoritairement poussé par le remboursable, depuis le confinement, le deuxième, on est à -1, sachant qu'on est à +2 depuis justement la rentrée. Donc, globalement stable, avec un effet confinement qui fragilise le suivi et l'observance. Le 5.5 qui est à la fois de la nutrition et complément alimentaire pour être dans la majorité, puis le gel hydroalcoolique. Aussi, ce qu'on observe, c'est +6 et +9 depuis la rentrée. Alors, les deux pics que vous observez sur chacune des courbes, c'est les artefacts de la vie des semaines. C'est la semaine 42, c'est le lancement de la campagne grippe. Et la semaine 44, c'est l'avantage d'avoir un vendredi qui, l'année dernière, était un jour férié, puisque c'était le 1er novembre. Et dans le réseau officinal, il n'y a pas à dire quand vous rajoutez des jours de travail ou des jours ouvrés, et bien, du coup, ça se répercute naturellement sur l'activité. Donc, +6 sur le 5.5, le 10 qui est porté quand même principalement par l'OTC, le médicament de prescription médicale facultative non remboursable. Là, on peut dire que cette deuxième partie d'année est une dégringolade, puisqu'on va être à -20. Et semaine 49, même avec l'ouverture des commerces considérés en langage comme non essentiel, on est encore à -24 sur l'OTC. Alors, on va le voir, il y a des pathologies qui sont vraiment réduites à peau de chagrin cette année, mais c'est vrai que sur l'automédication et surtout sur la partie OTC, prescription médicale facultative non remboursable, -10% depuis la rentrée, et sur le 20% qui mélange aussi bien des DM que de la dermocosmétique, on est stable sur ce deuxième confinement, 0% par rapport à l'année dernière, et légèrement en croissance depuis la rentrée. Alors, quand on regarde ce que ça donne en termes de trafic par profil de pharmacie, en termes de chiffre d'affaires, sans préjuger de la nature de l'activité de chacune de ces officines, on voit bien qu'on va avoir deux trajectoires différentes. On voit bien l'impact de l'ouverture des commerces considérés comme non essentiels en semaine 49, qui profitent aux pharmacies de plus de 7 millions, enfin qui profitent, pour l'avoir partagé avec vous sur les réseaux. C'est vrai qu'on a eu un certain nombre de remarques sur le fait que c'est une remontée qui est lente, mais c'est vrai que malgré tout, ça reste une remontée. Sinon, depuis le confinement, tous les profils de pharmacie, quel que soit le chiffre d'affaires, dans leur moyenne, sont en recul en termes de trafic par rapport à l'année dernière. Quelle que soit aussi l'implantation, ce que vous pouvez voir, c'est que ça résiste mieux en milieu rural et en périphérie qu'en centre-ville et en centre commercial en termes de trafic, sachant que dans le centre commercial, comme centre-ville, on mélange à la fois des très, très grandes villes et des villes plus modestes, et donc des très grands centres commerciaux et des centres commerciaux beaucoup plus modestes. Alors, quand on regarde par rapport au profil attitudinal des pharmacies et la monographie du GERS, et en mettant en regard ce qu'on a observé sur le premier confinement, donc des semaines 13 à 19 versus ce deuxième confinement, pour regarder un peu les écarts en termes de trafic, puisque en fait, on a toujours tendance à oublier le passé ou à le transformer ou à lui faire raconter des choses qu'on a envie. Ce qu'on voit globalement, c'est que le deuxième confinement, avec l'ouverture des commerces non essentiels, est en termes de trafic beaucoup plus favorable au deuxième confinement qu'il ne l'était au premier. Alors, plus favorable, vous allez me dire, on voit que je ne suis pas derrière le comptoir, puisque tous les profils de pharmacie, qui soient très centrés sur le médicament ou très centrés sur le conseil, qui soient à la fois sur ce qu'on pourrait appeler la santé familiale ou très centrés sur les pathologies chroniques, sur les maladies rares ou sur la continuité de soins dans les déserts médicaux, on voit bien que tous les profils sont en recul sur cette période de confinement. Et qu'en est-il quand on regarde par profil de pharmacie? Alors, très grande pharmacie, on est au-dessus de 4 millions, 4 millions 5. On voit que c'est ces profils de pharmacie qui sont en recul depuis la rentrée et depuis le confinement, -10 sur cette période de confinement. Les pharmacies entre 3 et 4 millions 5,
on est quasi à l'équilibre pendant le deuxième confinement, moins 1%. Et sur les moyennes et les petites pharmacies, on est aussi quasi stable, entre 0 et moins 1 sur ce deuxième confinement, et légèrement en croissance malgré tout sur les trois derniers profils, puisqu'on est à plus 3 depuis la rentrée, tout produit de santé confondu, bien entendu. Patrick, un point sur le médicament remboursable? Ouais, merci David. Donc effectivement, la situation sur le médicament remboursable, est celle que l'on retrouve, dans le trafic en officine ou dans l'activité des médecins. C'est-à-dire que depuis la rentrée, il y avait eu une reprise, hein, au niveau du chiffre d'affaires. On voyait que, chiffre d'affaires, concernant le médicament remboursable, a augmenté, hein, depuis, sur ces 13 dernières semaines. Mais en revanche, on constate que depuis le début du deuxième confinement, là, on a, un fort ralentissement, puisqu'en chiffre d'affaires, on passe de +3 sur les 13 dernières semaines à 0 d'évolution sur les 5 dernières semaines. Alors cet effet, bien sûr, est moins violent que l'effet du 1er confinement, mais quand même. Attention au pic de la semaine 44, puisque là, il s'agit essentiellement de l'effet du 1er novembre, donc avec un jour, puisque on a le 1er novembre étant tombé, un dimanche, et on n'avait pas d'effet, 1er novembre. Alors, en ce qui concerne les classes qui sont en croissance depuis la rentrée, on voit que que les produits essentiellement du système nerveux central sont en hausse, hein. On retrouve les psychoanaleptiques, +4 sur les 13 dernières semaines et encore +2 sur les 5 dernières semaines. Les psycholeptiques sont en hausse sur les 13 dernières semaines et stables sur, les dernières semaines. On a une classe qui évolue très, très fortement, c'est, tout le domaine des vitamines qui était en très forte progression depuis la rentrée, et on constate que même enco que cette évolution est encore plus forte sur les 5 dernières semaines. En ce qui concerne maintenant les antithrombotiques, ou les antidiabétiques, on retrouve à peu près la même situation, c'est-à-dire c'est des produits qui ont repris globalement une croissance depuis la rentrée, même si depuis le début du second confinement, on constate une involution. En ce qui concerne maintenant les produits, on va dire les classes, saisonnières et les pathologies hivernales, là, on voit que, toutes, ces pathologies sont en très forte baisse, à l'exception, bon, des analgésiques antipyrétiques, mais, pour d'autres raisons, et encore, ces produits sont en baisse depuis, le début du second confinement. Mais quand on regarde les classes des antibiotiques, la rhinologie, les expectorants ou les antitussifs, heu la mise en place des gestes barrières, le port du masque et toutes ces mesures, aussi le brassage beaucoup moins important de la population, fait que tout cela a réduit de façon très importante le nombre de pathologies, et on retrouve des classes en très fort recul, donc les antibiotiques à -28%, comme les expectorants, les produits de rhinologie -34%, et les antitussifs -43%. Et vous voyez que tout cela est encore accentué sur les dernières semaines de confinement. Alors maintenant, on vous l'avait présenté déjà la dernière fois, on voulait, avoir maintenant un regard au niveau de ce qui s'est passé sur le marché du médicament remboursable, sur les variations de prix. Et en fait, on a fait, une analyse à la fois en ville, à l'hôpital et globale, sur 3 types de prix en PFHT, en prix public TTC et en économie sécurité sociale, puisque c'est ce que, le CEPS suit avec vous, au quotidien. Donc là, on s'aperçoit qu'en ville, l'impact des changements de prix, alors on a pris tous ceux qui étaient, passés jusqu'à octobre 2020. En ville, en PFHT, on était à -481 000 000 d'effets de baisse de prix, donc 421 000 000 qui étaient déjà réalisés et 61 000 000 en prévision à venir sur les 3 derniers mois de l'année.
Et ces 481 millions en PFHT sont à rapprocher des 479 millions d'effets de baisse de prix en économie sécurité sociale, donc le troisième cercle vert à droite, alors qu'en PPTTC, bien sûr, l'impact est plus important. Alors pour les économies sécurité sociale, en fait, on se base sur le PPTTC que l'on valorise au taux de remboursement effectif, et on va chercher cette information dans la source médicale. À l'hôpital, là, on a un seul, mode de calcul, c'est en prix de vente hors taxe, remboursement 100 sécurité sociale, et là, on voit que sur les 10 premiers mois de l'année, il y a eu 357 millions d'effets de baisse de prix et il y a 70 millions de baisse de prix à venir ou en tout cas, qui vont continuer sur les 3 derniers mois de l'année. Enfin, quand on regarde on peut revenir non, David, on peut revenir, voilà, sur celle-ci. Au global, donc on s'aperçoit que, l'effet des baisses de prix est conforme à celui qui avait été, publié dans la loi de finances, 2020, puisque le gouvernement avait, envisagé des baisses de prix à hauteur de 900 millions d'euros, et vous voyez qu'en économie sécurité sociale, on est, à 905 millions d'effets de baisse de prix. Alors, quelles sont les les classes qui sont les plus touchées, que ça soit en ville, c'est le tableau de gauche, et à l'hôpital, le tableau de droite. Donc, on voit qu'en ville, les antinéoplasiques et inhibiteurs de la protéine kinase sont les produits les plus touchés, avec, en année pleine, on estime à 66 millions l'impact des baisses de prix. Ensuite, on retrouve pas mal de classes qui se situent aux alentours de -20, -30 millions d'euros. Et là, on retrouve les anti-TNF, les antinéoplasiques inhibiteurs des protéines kinases, bon, et d'autres classes. Et ensuite, des classes qui, elles, se situent entre 10 et 20 millions. Ça, c'était pour la ville. En ce qui concerne l'hôpital, il y a une classe qui est particulièrement touchée, c'est la L04B, les anti-TNF, et donc avec principalement les biosimilaires et les bioréférents, dont l'impact des baisses de prix pour 2020 est estimé à -183 millions d'euros. Ensuite, on retrouve deux autres classes qui sont assez touchées par les baisses de prix, sont les antinéoplasiques, le lidomide, et les antinéoplasiques antimétaboliques, qui respectivement ont des baisses de prix estimées à peu près -60 et -50 millions. Et ensuite, on retrouve d'autres classes touchées moins fortement, mais avec un impact global important. Également un point sur les ruptures. Donc c'est un indicateur qu'on suit, depuis le début de l'année, hein, vous le savez, et on voit que sur les ruptures, la situation dans l'industrie pharmaceutique s'est vraiment énormément améliorée. Et aujourd'hui, vous voyez qu'on a un nombre de présentations en rupture qui se situe aux alentours de 1000, alors qu'on était monté à près de 2000 au moment du 1er confinement, et on est même en dessous du nombre de présentations qui étaient en rupture, en 2019. Alors ce que l'on entend par rupture, c'est le nombre de présentations en rupture sur le périmètre total du médicament remboursable, et c'est des produits pour lesquels nous n'avons sur une semaine, 0 vente en sell-in et 0 vente en sell-out. C'est ce qui nous permet de le mesurer. David, les tests antigéniques, qu'est-ce que tu peux nous dire, puisque, il s'agit là, cette fois-ci, de l'actualité? Alors, les tests antigéniques, gros sujet avec effectivement le point de départ qui est l'officine, avec deux possibilités, soit effectivement de la mise à disposition des tests auprès des professionnels de santé. On n'est pas loin de 2,5 millions de tests mis à disposition de médecins généralistes et infirmiers. De plus en plus, on voit émerger un certain nombre de spécialités qui effectivement récupèrent un certain nombre de boîtes pour réaliser ces tests antigéniques.
Et sur les tests réalisés en officine, on dépasse les 600 000 faits depuis 2-3 semaines, sachant qu'on risque effectivement d'avoir une augmentation de la réalisation de ces tests, un, par les expérimentations dans certaines villes de France, et deux, aussi par cette volonté des uns et des autres de se tester avant. Et comme effectivement c'était évoqué par l'ensemble des instances, effectivement, le test permet de se dire est-ce qu'aujourd'hui on est porteur ou on n'est pas porteur. Rien n'empêche effectivement de continuer derrière les gestes barrières et de faire en sorte de limiter les contacts pour la transmission du virus. Mais c'est vrai que les gros enjeux sur les semaines à venir vont être la préparation des fêtes de fin d'année et surtout des fêtes de Noël. Et donc, je ne serais pas surpris que sur cette semaine et la semaine prochaine, le nombre de tests réalisés en officine soit beaucoup plus important que ce qu'on a vu jusqu'à maintenant sur ces tests-là. Alors, quand on regarde ce qui se passe sur certaines catégories de produits, notamment les dispositifs médicaux LPPR, et de voir comment le confinement, ce deuxième confinement, a impacté cette activité, on est à +3, tout confondu. Depuis le deuxième confinement, on est plutôt bien orienté depuis le début de la rentrée. Pour autant, on va le voir dans cette slide-là, effectivement, on a encore la compression et l'orthopédie qui souffrent, même si c'est de moindres mesures par rapport au premier confinement. Mais c'est vrai qu'il se rapproche de cette ligne de flottaison malgré tout. Mais c'est vrai que la compression et l'ortho est en décroissance sur ce deuxième confinement. On a les pansements qui sont, comme le soin post-op, dans cette croissance du marché, et tout ce qui touche au diabète qui reste dynamique sur ce deuxième confinement. C'est vrai qu'on peut se demander si effectivement la volonté de réduire les consultations chez le médecin n'a pas poussé à une meilleure observance les patients, ou un meilleur test du suivi glycémique des patients diabétiques sur cette année de Covid. Ce sera très intéressant à voir sur cette année 2020. Alors, l'automédication, donc au sens délivrance sur le conseil du pharmacien de médicaments de prescription médicale facultative, globalement, on va le dire, le mois de novembre est une catastrophe, moins 19% par rapport à l'année dernière. Septembre-octobre, l'automédication était dans un mouchoir de poche par rapport à l'année dernière. Et le mois de novembre, c'est la dégringolade. On va regarder quelles sont les classes. Mais c'est vrai que cette fin d'année sur l'automédication risque d'être d'une brutalité remarquable. Alors, pour autant, on a quand même des segments qui sont en croissance, donc dans lequel, effectivement, on a pris toute la segmentation de la base Claude Bernard sur ce sujet-là. Et ce qu'on voit dans ces dynamiques, premier, tonus et vitalité, plus un petit 600 000 € de plus que l'année dernière, 20% de croissance, les affections buccales, le sommeil, la constipation et le visage qui sont en croissance, et en décroissance. Du coup, je pense que là, vous avez le quintet de tête, toutes les voies respiratoires dans toute leur splendeur, rhume étagrippal, mal de gorge, grippe, douleur et fièvre et toux grasse sont le top 5 des décroissances de l'automédication. Il est maintenant, on peut le dire, quasiment avéré que la distanciation, que le confinement, que les gestes barrières, que tout ce qui a été mis en place réduit la propagation des virus. Donc, si on regarde le verre à moitié plein, globalement, la santé des Français est de meilleure nature si on exclut le Covid et les autres pathologies. Alors, sur le self-care et la nutrition, donc, quand je prends en compte toute la santé familiale, en excluant la dermo, en excluant les MAD et tout ce qui touche effectivement le capillaire, mais vraiment sur cette santé familiale et la nutrition, on a un self-care qui tousse, si vous me permettez ce jeu de mots, sur ce deuxième confinement, moins 7%, donc en fort recul par rapport à l'année dernière. Et quand on regarde et qu'on met en miroir le top 10 du self-care l'année dernière et le top 10 du self-care pendant ce deuxième confinement, en gris, vous voyez la disparition de 3 segments qui étaient très forts, notamment la mal de gorge qui était le deuxième segment, le rhume étagrippal qui était le quatrième segment et la toux septième. Ils disparaissent du top 10 radicalement sur ces 6 semaines.
ces 4 semaines. Et donc, c'est vrai que fort recul. Et si on regarde les segments dynamiques sur ce top 10 du deuxième confinement, on va avoir douleur FIF portée par tout ce qui est effectivement dispositif médical aussi, tonus vitalité qui renforce sa position et sa place de numéro 2, plus 16%. On va avoir les plaies qui restent légèrement en croissance par rapport à l'année dernière, le sommeil qui gagne 3 places par rapport à l'année dernière, à plus 14%, les brûlures d'estomac, plus 4 places. Donc, c'est vrai que ce qu'on observe, c'est que parfois, un segment qui résiste par rapport à l'année dernière va gagner des places parce que d'autres vont dégringoler beaucoup plus vite. Vous voyez, l'immunité était 14e l'année dernière, défense naturelle, 29% de croissance est passé 8e pendant ce confinement. Et le stress, comme la nutrition, notamment infantile, sont dynamiques et gagnent respectivement 2 places pour les deux. Donc, on a sur ce top 10 un recul par rapport à l'année dernière de 7%. Pour autant, on va avoir des belles progressions à l'intérieur de certains marchés en fonction du besoin du consommateur. Donc, on est vraiment dans le conseil du patient sur ses préoccupations du moment. Alors, quand on regarde ce que ça donne sur le top 20 des laboratoires sur ce deuxième confinement, ce qu'on peut dire sur le self-care, c'est que rares sont les laboratoires qui sont en croissance par rapport à l'année dernière. Donc, pour rappel, quand la boule est pleine sur le graphique, c'est qu'on est dynamique par rapport à l'année dernière. Quand elle est vide, c'est qu'on est en décroissance par rapport à l'année dernière. Et donc, vous avez des laboratoires qui gagnent une place parce qu'ils résistent mieux que d'autres. On peut prendre l'exemple dans le top 5 de la Cooper. On va avoir pareil pour Arco, qui était 9e l'année dernière et qui passe 5e pendant le deuxième confinement parce qu'il résiste beaucoup mieux, les quasi flat par rapport à l'année dernière. Et puis, vous avez des laboratoires qui sont en forte croissance ou en dynamique, comme Bayer Healthcare, comme Nutergia, comme Hartmann, comme NHS sur le lait infantile et Biocinec, principalement sur le thermoflash. Donc, c'est vrai que globalement, on voit que, si vous me permettez encore ce jeu de mots, les poids lourds du self-care sont en recul par rapport à l'année dernière sur les principales catégories, notamment les catégories phares de cette période qui sont le cough and cold. Alors, sur la dermo, toujours une double lecture, la dermo avec le gel hydroalcoolique et sans le gel hydroalcoolique. C'est vrai que ça change tout en volume, en termes de dynamique, 10 points de différence si on inclut le gel ou si on l'exclut. On a un segment qui résiste plutôt quand même pas mal, sachant qu'on perd beaucoup de global shoppers et de touristes sur cette fin d'année, qu'on l'a déjà perdu sur une grande partie de l'année, mais on est à -5 en volume, à -3 en chiffre d'affaires. Là aussi, on va le voir avec des yo-yo en termes de segments. L'acné est fortement dynamique dans le top 5 des contributeurs à la croissance, plus 27%. L'hygiène aussi, plus 13%, avec des acteurs plus récents qui sont arrivés sur le marché et qui ont une forte pénétration sur le segment hygiène, sur les mains et sur le shampoing. On voit qu'effectivement, on est vraiment dans ce quotidien dans l'achat de la pharmacie et tout ce qui va être le soin des lèvres, du visage, le maquillage et le solaire. Là, on est sur les décroissances fortes sur cette rentrée, depuis cette rentrée. Alors, quand on regarde en dermo et en hygiène, quand je retire effectivement les gels hydroalcooliques, on est plus équilibré qu'on était sur le self-care. Quand on regarde les dynamiques des laboratoires, on va avoir en croissance sur cette période du confinement. On a Nux qui passe tout juste au-dessus. On a La Roche-Posay qui reste dynamique. On a Aven qui est dans la dynamique du marché à -2,7. On a Bioderma qui s'essouffle. On a Caudalie qui reste le premier contributeur à la croissance, même pendant ce deuxième confinement avec Ducret. On a ensuite Chlorane qui est dynamique. On a Uriage qui est légèrement plus dynamique que le marché, mais qui reste en décroissance par rapport à l'année dernière. Et puis, on va avoir Eucérine, on va avoir SVR, on va avoir Garantia et Sanoflore qui sont plus dynamiques qu'ils ne l'étaient l'année passée. Patrick,
Parlons de choses sérieuses. L'hôpital. Alors, on va faire le point sur l'hôpital et le point sur l'hôpital, en fait, confirme ce qu'on a pu, voir, précédemment. C'est-à-dire que, les achats à l'hôpital ont fortement baissé. Ils ont fortement baissé, en particulier slide suivante, David. Voilà, ils ont fortement baissé. Notamment, on le voit sur ces dernières semaines, hein, depuis la rentrée, malgré ce pic de la semaine 44 lié au 1er novembre, même explication que pour l'officine. Mais on voit que depuis la deuxième vague de confinement, les achats hospitaliers sont en très fort recul, à -13 %, alors qu'ils n'étaient que à -5 en volume sur les dernières semaines depuis la rentrée. Alors, quelles sont les classes qui contribuent à cette décroissance des achats à l'hôpital? Donc, on peut voir, David, voilà. On peut voir que les classes les plus touchées sont les anti-asthmatiques, -29 % depuis la rentrée. Ensuite, on trouve les suppléments minéraux, -12 % depuis la rentrée. Les psychoanalytiques, -11 %. Et enfin, les analgésiques et les produits liés à la constipation et au lavement, -9 %. Cette situation est aggravée sur les dernières semaines et vous voyez que toutes ces involutions sont encore plus importantes sur ces périodes de confinement. En revanche, il y a bien sûr quelques produits ou quelques classes qui s'en sortent, hein. C'est les produits qui sont directement utilisés dans les protocoles liés au traitement du Covid, et en particulier, bien sûr, les produits de réanimation, même si leur croissance n'est pas non plus, exponentielle, et on voit qu'il y a une augmentation de la consommation, hein, mais qui reste quand même à des niveaux modérés. Vraisemblablement que les stocks à l'hôpital, étaient tellement importants et que en fonction des régions qui avaient été plus ou moins touchées lors de la première vague, il y avait des stocks importants de ce type de produits. Alors, on retrouve également la même situation concernant des molécules particulières, hein. C'est le cas des 2 curares, l'atracurium ou le cisaquarium, qui ont légèrement augmenté sur cette période, avec toujours ce pic du 1er novembre. Donc ces 2 molécules ont augmenté, mais à des niveaux quand même nettement moins importants que lors du premier confinement. Pareil pour le midazolam, qui est également utilisé dans les protocoles de réanimation. Donc voilà pour la situation à l'hôpital, donc globalement une situation en recul. Alors, on a souhaité aussi profiter de cet atelier pour vous faire un décryptage du PLFSS 2020, puisque ce PLFSS 2020 a été définitivement adopté le 30 novembre dernier par l'Assemblée nationale, après un parcours qui a été très chaotique. Le texte avait été d'abord présenté au Conseil des ministres le 7 octobre par Bruno Le Maire, Olivier Véran et Olivier Dussopt. Il avait été adopté en première lecture avec des modifications le 27 octobre, ensuite par le Sénat le 17 novembre. Mais après, il y a eu un échec au niveau de la commission mixte paritaire. Il a fallu repasser devant l'Assemblée nationale, qui a cette fois-ci adopté le texte le 24 novembre avec un certain nombre de modifications. Le Sénat a fait de même, l'avait rejeté d'abord en nouvelle lecture le 26 novembre, mais il y a eu cette adoption à l'Assemblée nationale définitive le 30 novembre et la publication au JO aujourd'hui, le 15 décembre 2020. Alors, ce projet de budget de la sécurité sociale, il s'inscrit dans un contexte particulier. Il prévoit à la fois des dépenses qui sont liées à la pandémie Covid-19, mais également des dépenses qui concrétisent les réformes qui avaient été annoncées sur le système de santé et les droits sociaux.
Alors, vous voyez sur cette slide que non, la slide précédente, voilà, que sur la crise sanitaire Covid et sur le Ségur, il y a eu des dépenses exceptionnelles. Il y a eu plus de 18 000 000 d'euros qui ont été engagés par l'assurance maladie contre 15 qui avaient été préalablement prévus en octobre. Et ça concerne essentiellement le surcoût des soins de ville, les, les FIR et autres prises en charge, le surcoût des établissements de soins, le surcoût des établissements de soins des médico-sociaux et également des provisions supplémentaires pour l'hôpital. Donc, une augmentation de ces dépenses exceptionnelles. Alors, le déficit de la sécurité sociale, slide suivante, qui concerne le régime général, qui est famille, maladie, vieillesse, accident du travail, mais aussi le fonds de solidarité vieillesse. Il est évalué à 50 milliards d'euros en 2020, contre les 5,4 milliards qui avaient été initialement prévus, mais le Covid est passé par là. Et ce déficit devrait atteindre 35 milliards d'euros en 2021 et il pourrait encore s'élever en 2024 aux alentours de 22-23 milliards d'euros. Donc, tout cela a fait que le solde du régime général d'assurance maladie passerait d'un déficit de moins 1,5 million en 2019 à 33,7 milliards, alors que la loi de finances 2020 ne prévoyait que 3,3 milliards. Et l'objectif 21, c'est de le contenir à 23,7, uniquement pour le solde du régime général. Slide suivante. Donc, quand on regarde l'Ondam, le projet de loi de finances, il prend en compte les dépenses exceptionnelles qui sont effectuées par l'assurance maladie en 2020 et elle anticipe celles de 2021. L'objectif national des dépenses d'assurance maladie 2020, il est porté à 218 milliards 900 millions d'euros. C'est un niveau sans précédent. Et vous voyez qu'entre la trajectoire initiale prévoyait un Ondam à 205 millions. L'Ondam avec le Ségur sans le Covid passait à 206 milliards, pardon, et l'Ondam avec le Ségur plus l'impact du Covid passe à presque 219 milliards. Et vous voyez que pour 2021, on passe à 225 milliards d'euros, donc une augmentation de plus 3,3%. C'est une augmentation sans précédent et tout cela, on comprend quand on voit la progression en 2021 entre l'Ondam avec Ségur hors Covid et l'Ondam avec Ségur et Covid, ça prévoit toutes les provisions pour la lutte contre le Covid avec les tests, les vaccins pour 1,5 milliard d'euros, les masques et la contribution au financement de Santé publique France. Slide suivante. Donc, quand on regarde ensuite les sous-objectifs, donc on retrouve les chiffres globaux. Dans la ligne totale, vous voyez, c'est 218,9 milliards d'euros pour l'objectif 2020 révisé et les 225 milliards pour 2021. Et on voit que principalement, c'est l'Ondam soins de ville qui a progressé un tout petit peu dans l'Ondam révisé, qui est assez stable dans l'Ondam révisé et qui a progressé pour l'objectif 21, alors que l'Ondam hospitalier, lui, il a été très impacté dans l'Ondam révisé, ça c'est lié principalement au Ségur, et il se stabilise en 2021. Pour les autres, on voit des augmentations, même si elles ne sont pas du même niveau, mais on peut voir également des augmentations. Alors, pour atteindre cet Ondam, il y a 4 milliards d'économies, de mesures de régulation à réaliser. Et celles qui concernent le médicament, ce sont, vous voyez à droite de ce schéma, les baisses de prix sur les médicaments pour 640 millions
d'euros et les baisses de prix sur les dispositifs médicaux pour 150 millions d'euros. Et on voit que par rapport à 2020, c'est un allègement très important qui est lié quand même à la crise. Il y a moins 300 millions de baisse de prix attendus sur les prix des médicaments par rapport à 2020, puisqu'on était à 920 millions et vous avez vu tout à l'heure qu'on en est très proche puisqu'on est à 905 millions et 50 millions de moins sur les dispositifs médicaux puisqu'on était à 200 millions en 2020. Donc voilà pour les mesures de régulation. Alors, quelles sont les principales variations que l'on peut retrouver dans ce projet de loi de finances? Il y a tout d'abord deux articles qui ont été modifiés, puisque dans la première version du PLFSS, dans la version avant le PLFSS 21, on parlait dans l'article ex-article 17 qui est devenu l'article 35, pour les modalités de déclenchement de la clause de sauvegarde, on parlait de taux M. Maintenant, dans le PLFSS 21, on ne parle plus de taux, mais on parle de montant M pour 2021. Et ce montant est de 23,99 milliards d'euros, soit une évolution de 0,5 par an, en neutralisant 2020, lié à la situation exceptionnelle. Et il y a un abattement conventionnel de 5% qui est modulable jusqu'à 20%. Ça, c'est selon un barème qui est fixé par arrêté en Conseil des ministres. L'article, ex-article 38, qui est devenu 78, qui est la refonte du système ATU-RTU. Avant le PLFSS 21, il y avait six dispositifs différents. Le PLFSS 2021 introduit uniquement deux dispositifs, deux uniques prises en charge dérogatoires, soit l'accès précoce, cela concerne les médicaments innovants avec demande d'inscription au remboursement dans l'indication considérée, octroi par l'HAS sur avis conforme de l'ANSM. Et le deuxième type de prise en charge, c'est l'accès compassionnel. C'est pour les médicaments non destinés au remboursement, mais répondant à un besoin thérapeutique. Et là, c'est la HAS qui prendra seule la décision. Donc, c'est l'entrée en vigueur au plus tard en juillet 2021 et les conditions de tarification seront fixées par arrêté. Alors ensuite, il y a quelques modifications et des nouveaux articles. L'article 37 portant sur l'augmentation du taux de la contribution pour le financement des CPP, donc les comités de protection des personnes. Donc, avant le PLFSS 21, la contribution de base était de 0,17%. Elle passe à 0,18%. Et ça, c'est sur le chiffre d'affaires hors taxe des laboratoires pharmaceutiques, déduction faite des remises produits. Nouvel article, l'article 38, c'est le rapport sur la soutenabilité. Dans le PSS 21, donc avant le 1er septembre 21, le gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'avenir de la clause de sauvegarde et des mécanismes actuels de soutenabilité des dépenses de médicaments face au développement des biothérapies. Ça, c'est l'article 38. Le PLFSS 21 prévoit également dans l'article 78 l'évaluation des dispositifs d'accès précoce et compassionnel. Donc, le gouvernement devra remettre au Parlement, dans un délai de 3 ans à compter de la publication de la présente loi, elle devra présenter un rapport évaluant l'impact de la refonte des modalités d'accès et de prise en charge des nouveaux médicaments innovants. Donc, ce que l'on a vu tout à l'heure, les dispositifs d'accès précoce et compassionnel. Enfin, l'article 79 sur la transparence des investissements publics. Donc, le projet de loi de finances 21 prévoit que les entreprises mettent à disposition du CEPS le montant des investissements publics de R&D dont elles ont bénéficié pour le développement des médicaments. Ce montant est rendu public. Donc voilà un tout petit peu toutes les pour vous faire parvenir très rapidement une synthèse beaucoup plus détaillée, un décryptage plus détaillé de ce PLFSS et de cette future loi de finances. Et nous arrivons à la fin de cet atelier et David se joint à moi en même temps que le GIEGR, c'est toutes les équipes de GERS Data
pour vous remercier tout d'abord pour votre fidélité, pour tous ces ateliers, votre participation à ces ateliers virtuels. Et surtout, on vous souhaite à tous de très, très bonnes fêtes et on espère vous retrouver en pleine forme à la rentrée, début janvier, pour la poursuite de ces ateliers virtuels. Nous vous communiquons la date très prochainement. Très bonne journée à tous et très bonne fête.